Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo consacrée à la maintenance sous ses aspects économiques. Nous aborderons le chiffre d'affaires d'une entreprise, le coût de revient d'un produit, les objectifs de la maintenance surtout en termes de coûts, la problématique des coûts de maintenance, les coûts en maintenance corrective, les coûts en maintenance préventive, le choix d'une forme de maintenance entre le préventif et le correctif, le coût du cycle de vie d'un produit ou le life cycle cost, l'actualisation des coûts et enfin la rentabilité d'un investissement. La principale source de revenus d'une entreprise est la vente des produits ou des services qu'elle fabrique. À ces revenus peuvent éventuellement s'ajouter les recettes des valeurs boursières et immobilières. L'ensemble de ces revenus constitue ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, on enlève les coûts de production et les charges indirectes. Il reste donc à la fin un résultat. Si ce résultat est positif, on parlera de bénéfice. Si ce résultat est négatif, on parlera de perte. Le résultat, bien entendu, est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges fixes et variables. Le coût de production, lui, peut se décomposer, entre autres, entre les coûts de fabrication, les coûts de maintenance qui vont nous intéresser et les coûts des matières premières. Les coûts de maintenance qui vont comprendre tous les aspects logistiques de la maintenance, les coûts de main-d'œuvre, les coûts des pièces de rechange, le coût de la sous-traitance. L'objectif de l'entreprise va donc de trouver des moyens d'accroître le résultat afin d'augmenter ses bénéfices. Cela passe par la diminution des charges et l'accroissement des ventes. Comment diminuer les charges? Eh bien, en diminuant les coûts de production. La diminution des coûts de production va passer par la diminution des coûts de maintenance et également la diminution des coûts de non-production. L'accroissement des ventes va se traduire par une augmentation nécessaire de la productivité. On retrouve donc dans ces différents éléments les objectifs de la maintenance, c'est-à-dire garantir la disponibilité des matériels au coût optimum. Quelles sont les composantes du coût de revient d'un produit? La part la plus importante revient à ce que l'on appelle la masse salariale, c'est-à-dire l'ensemble des salaires versés dans l'entreprise. S'ajoutent les coûts liés au fonctionnement de tous les services administratifs, comme la comptabilité, les ressources humaines, etc. Il faut aussi prendre en compte le coût des énergies nécessaires à la réalisation du produit, les locaux pour stocker le produit, locaux qui peuvent être également loués, les coûts liés à la vente du produit par tous ces aspects marketing et publicitaires, bien entendu toutes les charges sociales versées par l'entreprise, le coût des matières premières nécessaires à l'obtention du produit, le coût des investissements, c'est-à-dire des machines dont on a eu besoin pour réaliser le produit, le coût de tous les outillages, rentrant en compte également dans la fabrication du produit, le coût de toutes les études nécessaires pour pouvoir réaliser et fabriquer ce produit, et bien entendu, les différents coûts de maintenance pour garantir la disponibilité de toute la chaîne de production. Refaisons un point sur les objectifs de la maintenance. Le premier objectif est le zéro panne, c'est-à-dire garantir la disponibilité des équipements de production. Le deuxième objectif est de réaliser des interventions de maintenance de qualité dans le respect de la charte qualité de l'entreprise.
Troisième objectif, le zéro accident lors des interventions de maintenance par la prévention des risques liés aux activités de maintenance. Objectif qui rejoint le zéro accident, un objectif de sécurité pour pouvoir garantir la sécurité des personnes et des biens dans l'entreprise. Un objectif de disponibilité des outils de production. Et puis, ce qui va nous intéresser, un objectif de maîtrise des coûts. Posons-nous la question maintenant de la problématique des coûts de maintenance. Cette problématique est la suivante. Quel est le niveau de préventif à appliquer par rapport au correctif? C'est-à-dire, est-il plus intéressant d'un point de vue économique de ne faire que du préventif ou de ne faire que du correctif? Plaçons-nous sur un système d'axes où nous aurons en abscisse la répartition des heures entre le préventif et le correctif et en ordonnée les coûts de maintenance. Lorsque nous allons tracer les coûts de la maintenance corrective et de la maintenance préventive, nous allons obtenir ces deux courbes. Nous constatons que la courbe du coût du préventif est une droite et que plus nous appliquons de préventif et plus ces coûts augmentent. Et à contrario, les coûts du correctif diminuent. Si nous additionnons le coût du préventif et le coût du correctif, nous obtenons cette courbe qui représente le coût total optimisé avec ici un minimum. Cette courbe va nous permettre de définir un certain nombre de zones. Une zone tout à gauche où l'on constate que nous ne faisons pas assez de préventif puisque les coûts de correctif sont élevés. Une autre zone à droite où là, comme nous l'avons dit, c'est l'inverse. Les coûts du préventif sont importants et nous trouvons au milieu un niveau optimal de préventif, donc zone qui se trouve autour du minimum du coût total optimisé et qui nous dit que l'optimum des coûts de maintenance est obtenu lorsque l'on pratique 30% de préventif et 56% de correctif. Les 14% restants sont liés plutôt aux interventions de maintenance améliorative. Quelle est donc la problématique majeure qui se pose à tout responsable maintenance? Eh bien, c'est de pouvoir justifier une politique de maintenance préventive. Comment va-t-il pouvoir justifier cette politique? Eh bien, en connaissant les coûts des conséquences d'une défaillance. Et donc, par ce biais, il va pouvoir justifier les économies qu'il va pouvoir réaliser par la mise en place d'une maintenance préventive. Alors, comment connaître les différents éléments nécessaires pour déterminer les coûts? Eh bien, dans une entreprise, le service comptabilité peut fournir ces éléments-là. On peut définir la comptabilité de deux manières. Tout d'abord, la comptabilité générale. Elle enregistre simplement toutes les dépenses et les recettes d'une entreprise pour dresser à la fin d'une année civile ce que l'on appelle un bilan et pouvoir déterminer le chiffre d'affaires et le résultat. Mais ce qui va intéresser le responsable maintenance, c'est la partie que l'on appelle analytique de la comptabilité. C'est-à-dire que la comptabilité analytique va permettre de répartir les dépenses et les recettes par équipement. Donc que ce soit en termes d'énergie, de matières premières, de personnel, de maintenance, de valeur ajoutée, etc., etc. Donc c'est un service qui va être utile réellement pour pouvoir connaître tous les coûts et les recettes affectées à un équipement particulier. Alors, comment connaître les coûts en maintenance corrective? Tout d'abord, nous allons déterminer
les coûts directs induits par la défaillance. Donc, dans ces coûts directs, nous avons la main-d'œuvre de maintenance, c'est-à-dire le personnel de maintenance intervenant pour remédier à la défaillance. Vont être pris en compte également les frais généraux de fonctionnement du service maintenance. Doivent être pris en compte également les frais de stockage et de magasinage des pièces de rechange. Bien entendu, le coût des pièces de rechange et des outillages nécessaires à l'intervention doit être inclus dans ces coûts directs. Et si des sociétés extérieures interviennent, il faudra les inclure dans les coûts de la sous-traitance. Donc ces coûts directs de maintenance, ce sont les coûts résultant directement de la défaillance. Comment peut-on les calculer? Donc ces coûts de maintenance sont égaux au coût de main-d'œuvre plus au coût des pièces de rechange et des consommables, comme par exemple des huiles ou des graisses. Le coût de la main-d'œuvre, lui, se calcule par le temps mis par les techniciens de maintenance pour réaliser l'intervention, multiplié par le taux horaire d'un technicien de maintenance. Si l'intervention est réalisée par un intervenant interne à l'entreprise, alors nous parlerons de coût direct interne. Si l'intervention est réalisée par un intervenant externe à l'entreprise, par exemple par une entreprise de sous-traitance, nous parlerons de coût direct externe. Une défaillance a des conséquences sur la production et pour l'entreprise. Nous parlerons donc de coûts indirects, conséquences de la défaillance, appelés également coût d'indisponibilité. La première conséquence d'une défaillance est que le personnel de production se retrouve inoccupé durant le temps d'arrêt de la machine. Et malgré tout, son salaire continue de lui être versé alors qu'il n'effectue aucune tâche. Ensuite, une machine en panne, une machine à l'arrêt, est une machine qui ne produit pas de valeur ajoutée. Donc, l'amortissement de la machine va être retardé. Une machine défaillante peut produire des pièces ou des produits de mauvaise qualité. Il en résultera des coûts supplémentaires, par exemple pour trier les pièces ou retoucher les pièces. Une machine à l'arrêt va retarder les délais de livraison, donc ce qui peut entraîner aussi pour l'entreprise des pénalités de retard à payer à ses clients. Et si l'arrêt est lié à un éventuel accident, viendront s'ajouter à tous les coûts précédents les conséquences de cet accident du travail. Donc ces coûts de non-maintenance ou de perte de production peuvent représenter 30 à 40% du chiffre d'affaires. Donc, ils comprennent les coûts d'indisponibilité suite aux défaillances, donc qui entraînent une diminution, voire une perte de production, des coûts pour pouvoir remplacer le matériel défaillant pour continuer à produire, des charges qui ne seront pas récupérables puisque le matériel est à l'arrêt, et puis, comme nous l'avons vu également, des pénalités. Donc, cela entraîne une diminution des ventes et puis une augmentation des charges. Dans le cadre des micro-défaillances ou des micro-arrêts, eh bien, ces petits arrêts qui provoquent une perte de rendement vont également entraîner une diminution des ventes. Et enfin,
Si l'on a des équipements qui sont surabondants et qui sont en nombre supérieur par rapport aux besoins réels, cela va entraîner une augmentation des charges. Un équipement en panne, un équipement défaillant, entraîne des coûts liés à la non-qualité. Tout d'abord, les coûts liés au rebut, c'est-à-dire des pièces que l'on a fabriquées et que l'on ne pourra pas vendre. Ensuite, le coût des retouches, des pièces que l'on a fabriquées qui ne sont pas conformes et qu'il va falloir reprendre pour les ramener à la qualité initiale. Le coût pour pouvoir détecter, suite à la défaillance, toutes les pièces qui ne répondent pas à la qualité demandée. Nous devrons prendre en compte également le coût des réclamations du client, si celui-ci constate dans ses produits des éléments défectueux. À ce client, il faudra lui accorder également des remises ou des ristournes qui auront eux aussi un coût. Et enfin, certains produits ne seront pas vendables au prix initial. Si nous souhaitons les vendre, il va falloir les déclasser. Tout cela entraîne, comme précédemment, une augmentation des charges et ou une diminution des ventes. Mais le plus important, c'est que cette non-qualité va avoir une incidence sur l'image de marque de l'entreprise, et là, c'est difficilement chiffrable. Alors, comment déterminer ces coûts indirects induits par la défaillance? Donc, nous appellerons ces coûts indirects CP, comme coût de perte de production. Nous pourrons trouver également aussi le terme coût d'indisponibilité. Donc, ce coût de perte de production se calcule comme étant le temps d'arrêt de la production, c'est-à-dire le temps durant lequel la machine est arrêtée, que multiplie le taux horaire d'indisponibilité ou de non-production, c'est-à-dire la somme que l'entreprise perd par unité de temps, c'est-à-dire par heure ou par minute, par exemple, lorsqu'une machine est à l'arrêt. Donc, pour synthétiser, le coût d'une défaillance, il est égal au coût direct de la défaillance, que l'on appelle donc encore les coûts de maintenance, auxquels viennent s'ajouter les coûts indirects, conséquences de la défaillance, ou les coûts d'indisponibilité. Donc, pour une période donnée sur laquelle N interventions correctives se seront déroulées, eh bien, le coût de la défaillance pour cette période, c'est le nombre d'interventions fois le coût de la défaillance lié à cette intervention. Le nombre de défaillances, ou c'est-à-dire le nombre d'interventions, se détermine par le nombre d'heures de production de l'équipement divisé par sa MTBF. Comment optimiser les coûts de défaillance? Sur un graphique, mettons en abscisse le temps d'indisponibilité, c'est-à-dire le temps pendant lequel la machine est à l'arrêt suite à une défaillance, et en ordonnée, les coûts. Nous pouvons tracer deux courbes. Une courbe des coûts directs de maintenance et une courbe qui est une droite des coûts indirects liés à la défaillance. Lorsque nous additionnons ces coûts, nous obtenons la courbe bleue qui est donc le coût de défaillance. Et que pouvons-nous constater? Eh bien, à gauche, nous faisons trop de préventifs. Pourquoi? Parce que nous avons des coûts directs qui sont très élevés et des coûts indirects extrêmement faibles. Par contre, à droite, là, nous ne faisons pas assez
de préventif, parce que les coûts de défaillance, on le voit, sont eux aussi élevés, et les coûts indirects également. On peut voir qu'entre les deux, il y a une zone économique optimale, donc qui, comme précédemment, revient à environ 30% de préventif et 56% de correctif. Donc, faisons une application directe des coûts de défaillance. Nous allons définir les coûts de défaillance de chaque machine présente dans ce tableau. Donc, nous disposons de 5 machines. Pour chaque machine, nous avons le coût horaire de la main-d'œuvre de maintenance, c'est-à-dire le coût horaire des techniciens intervenant sur chaque machine, les heures de maintenance passées sur chaque machine, le coût des pièces nécessaires pour réaliser les interventions. Ensuite, pour chaque machine, nous avons le taux de perte de production ou le taux d'indisponibilité, les heures pendant lesquelles la machine a été arrêtée, c'est-à-dire les heures de non-production. Et donc, pour chaque machine, nous déterminerons le coût direct, le coût indirect et le coût de la défaillance. Dans quel objectif? Dans l'objectif de définir les priorités d'action, c'est-à-dire de déterminer la machine la plus pénalisante en termes de coût de défaillance. Juste une petite remarque, nous constatons par exemple que pour la machine M1, nous avons 50 heures de maintenance alors que la machine a été arrêtée 30 heures. Eh bien, cette différence de 20 heures qui fait que les heures de maintenance sont supérieures aux heures d'arrêt, eh bien, c'est parce que, par exemple, plusieurs techniciens ont pu intervenir ou que des interventions se sont réalisées pendant que la machine était en fonctionnement. Donc, le travail à réaliser, déterminer les différents coûts directs, indirects et de défaillance pour chaque machine. Examinons le corrigé de cette application. Déterminons d'abord le coût direct. Eh bien, le coût direct, c'est le coût horaire de la main-d'œuvre que multiplient les heures de maintenance plus le coût des pièces de rechange. Le coût indirect, quel est-il? Eh bien, tout simplement, c'est le taux de perte de production que multiplient les heures de non-production. Pour déterminer le coût de la défaillance, eh bien, c'est très simple. Il suffit d'ajouter le coût direct et le coût indirect. L'objectif étant de définir la machine la plus pénalisante d'un point de vue économique, eh bien, nous constatons en traduisant ce tableau sous forme graphique qu'il s'agit de la machine TR1 puisque c'est elle qui a le coût de défaillance le plus élevé. Intéressons-nous maintenant au coût d'une intervention de maintenance préventive systématique. Le coût total d'une intervention systématique, comme en corrective d'ailleurs, ce sera la somme des coûts de maintenance et des coûts de perte de production. Faisons une remarque importante. La maintenance préventive étant organisée, on essaye de la réaliser en dehors des heures de production, ce qui se traduit normalement par un coût de perte de production égal à 0. Pour une période donnée avec n interventions de maintenance préventive systématique, eh bien, le coût total de la maintenance préventive sera égal au nombre d'interventions que multiplie
le coût d'une intervention systématique. Ce nombre d'interventions étant déterminé par le nombre d'heures de production divisé par la périodicité de l'intervention systématique. Dans le cas d'une maintenance préventive conditionnelle ou prévisionnelle, le calcul est un petit peu plus complexe. Donc pour une période donnée, nous allons définir N comme étant le nombre de remises en état réalisées et K le nombre d'opérations de surveillance ou de rondes de surveillance réalisées. Donc pour la période donnée, le coût total de la maintenance préventive conditionnelle sera égal au nombre de surveillances réalisées que multiplie le coût d'une intervention de surveillance, auquel on va ajouter le nombre de remises en état réalisées sur la période donnée que multiplie le coût d'une remise en état. Donc, avec le rappel des abréviations utilisées, CTMPC étant le coût total de maintenance préventive conditionnelle, CTS étant le coût total de la surveillance et CTR le coût total de la remise en état. Donc, comment choisir un type de maintenance en fonction des coûts? Eh bien, pour une durée d'utilisation de l'équipement donné, ce choix va dépendre du coût total de la solution par période donnée et surtout de la rentabilité de l'investissement, c'est-à-dire les achats et les installations de matériel d'amélioration et de surveillance. Comment déterminer la rentabilité d'un investissement, c'est-à-dire dans notre cas, comment déterminer si une méthode de maintenance nouvelle est plus intéressante que l'ancienne déjà appliquée. Nous allons donc réaliser cette étude de façon graphique avec en abscisse le temps d'utilisation du matériel, X périodes représentant le nombre de périodes, c'est-à-dire cela peut être des mois, des années par exemple, et en ordonnée, nous allons donc représenter les coûts. La méthode initiale, qui est souvent de la maintenance corrective, est une droite qui part de l'origine. Ce coût total de la méthode 1 étant égal au nombre de périodes fois C1, avec C1 le coût par période de la méthode 1, c'est-à-dire par exemple combien coûte la maintenance corrective d'un matériel sur un an, par exemple. Nous allons superposer à cette courbe, à cette droite, une deuxième droite qui représente le coût envisagé de la nouvelle méthode à appliquer. Nous constatons que ce coût ne part pas de l'origine, mais part d'une valeur égale à l'investissement nécessaire pour mettre en place cette nouvelle intervention, cette nouvelle méthode de maintenance. Cela peut être un stock de pièces à acheter ou du matériel de surveillance, par exemple. Nous étudions donc les coûts sur la même période que pour la méthode 1. Le coût total de la méthode 2 étant égal au nombre de périodes d'études que multiplie le coût par période de la méthode 2 à laquelle on vient ajouter l'investissement initial. Lorsque l'on regarde ces deux courbes, que constatons-nous? Constatons que ces courbes se croisent. À ce point d'intersection, nous pouvons dire que le coût de la méthode 1 est égal au coût de la méthode 2. La durée entre l'origine des temps et ce point d'intersection, c'est ce que l'on appelle le retour sur investissement. Si nous regardons ces deux courbes, ces deux droites par rapport à ce point, nous constatons qu'avant ce point, le coût de la méthode 2 est supérieur au coût de la méthode 1,
Mais par contre, qu'après ce point d'intersection, le coût de la méthode 2 devient largement inférieur au coût de la méthode 1. Nous constatons que sur toute cette surface, nous faisons des gains, des économies, en utilisant la méthode 2 par rapport à la méthode 1. Cette date de retour sur investissement donc, peut se déterminer graphiquement, mais elle peut aussi se déterminer en faisant le rapport entre l'investissement I et le gain réalisé, c'est-à-dire la différence en fin d'utilisation entre C1 et C2. Pour déterminer si la méthode à mettre en place est intéressante ou pas, nous allons utiliser le critère suivant. Si le seuil de rentabilité ou le retour sur investissement est inférieur à 2 ans, nous considérerons que la nouvelle méthode à mettre en place est rentable et dans ce cas-là, nous la mettrons en place. Par contre, si le retour sur investissement est supérieur à 2 ans, nous abandonnerons la deuxième méthode pour continuer à utiliser la première. Mettons en application ce que nous avons vu précédemment. Donc actuellement, lors d'une défaillance d'un moteur électrique sur un robot, le technicien réalise les opérations suivantes. Il effectue un diagnostic, il dépose le moteur, il le répare et ensuite le repose sur le robot en faisant les essais indispensables. On envisage 3 solutions afin de diminuer le coût de cette défaillance. Première solution, donc le technicien diagnostique toujours la défaillance, il fait un échange standard de moteur suite à la défaillance, en faisant bien entendu la dépose et la pose, et puis une fois que cette intervention est faite, à l'atelier de maintenance, il repart le moteur défaillant et le stock. Donc nous sommes toujours ici sur une solution de maintenance corrective, mais en ayant un moteur sur le robot et un moteur en stock. La solution numéro 2 va consister en la mise en place d'une maintenance préventive systématique. Nous décidons de remplacer systématiquement le moteur toutes les 500 heures, en dehors des heures de production pour ne pas la pénaliser, de remettre en état le moteur qui a été déposé et de le stocker. Et enfin, troisième solution, on envisage une maintenance préventive conditionnelle où l'on surveille périodiquement toutes les 150 heures le moteur en faisant une surveillance, une analyse par exemple, et en suivant son état. Et ensuite, en fonction de l'état du moteur, on déclenche une intervention corrective. Nous prévoyons cette étude sur une durée d'exploitation ou d'utilisation du robot de 10 ans. À notre disposition, nous avons un certain nombre de données techniques et économiques. Donc, le taux horaire du technicien de maintenance en horaire normal est de 38 €. Ce taux sera majoré de 25% si le technicien doit faire des heures supplémentaires. L'arrêt du robot entraîne des dépenses de 262 € par heure. Un moteur coûte 2 745 €. Les consommables nécessaires lors de la réparation ont un coût moyen de 458 €. Si l'on veut réaliser une surveillance du moteur, il faudra investir 11 400 € dans du matériel et de la formation.
Le seuil de rentabilité, ici, est fixé à 3 ans. Donc, le technicien de maintenance travaille dans un service qui comporte 2 équipes de 6 h à 22 h du lundi au vendredi et le samedi matin de 7 h à 11 h. Il faut environ 20 minutes pour diagnostiquer le moteur, 15 minutes pour le déposer, 15 minutes pour le reposer, 3 heures pour le remettre en état. L'opération de surveillance du moteur sans arrêter la production dure 30 minutes. Le temps d'utilisation annuel du robot est de 4160 heures, c'est-à-dire 16 heures par jour pendant 5 jours par semaine pendant 52 semaines par an. Le constructeur donne une MTBF du moteur de 850. Le travail à réaliser est de calculer les coûts annuels liés à la maintenance de chaque solution et de justifier le type de maintenance à mettre en œuvre. Donc, pour mener à bien votre étude, vous devrez remplir ce tableau et le tableau de la page suivante. Une fois que vous aurez rempli ce deuxième tableau, vous indiquerez votre choix en le justifiant. Examinons chaque solution. Tout d'abord, la maintenance corrective. Pour le coût de main-d'œuvre, nous avons 3,83 heures. Ces 3,83 heures correspondent aux 20 minutes pour diagnostiquer l'état du moteur, auxquelles s'ajoutent les 15 minutes pour le démonter et les 15 minutes pour le reposer, auxquelles on ajoute les 3 heures d'intervention pour réparer le moteur. Donc le taux de main-d'œuvre étant de 38 € de l'heure, nous avons donc ce premier résultat. Le coût des consommables pour réparer le moteur s'élève à 458 €, donc ce qui nous fait un total des coûts directs de maintenance de 603 €. Pour la perte de production, nous retrouvons toujours nos 3,83 heures que l'on vient multiplier par le taux d'indisponibilité. Nous avons donc un coût total par intervention d'environ 3 522 €. C'est le coût de maintenance plus le coût de perte de production. Le nombre d'interventions par an. Le robot fonctionne 4160 heures et il a une MTBF de 850 heures. Donc ce qui nous fait 4,89 interventions par an. Le coût total annuel de 17 222 étant égal à 3 522 que multiplie 4,89. Maintenant, la deuxième solution. Donc, le technicien diagnostique l'état du robot, dépose un moteur, repose un moteur neuf et ensuite, en atelier de maintenance, répare le moteur défectueux. Donc, au niveau du coût de main-d'œuvre, nous retrouvons le même que précédemment. Les consommables sont les mêmes pour réparer le moteur. Donc, le coût direct de maintenance, lui, ne change pas par rapport à la solution précédente. Par contre, le robot, lui, n'est arrêté que pendant environ 50 minutes. Les 20 minutes de diagnostic, plus les 15 de dépose, plus les 15 de repose. Ce qui fait que pour la perte de production, le coût est beaucoup moins élevé. Le coût total de l'intervention, lui,
s'en trouve diminué. Toujours le coût de maintenance plus le coût de perte de production. Le nombre d'interventions ne change pas. Il est toujours de 4,89. Donc, la première solution engendre un coût total annuel d'environ 6 044 €. La solution maintenant en maintenance préventive systématique. Nous changeons le robot à des intervalles de temps définis. Les 3h30 d'intervention qui sont là sont un petit peu plus faibles que les précédentes, puisque comme il s'agit d'une intervention systématique, il n'y a pas à effectuer le diagnostic. Donc nous avons 15 minutes pour la dépose du moteur, 15 minutes pour sa repose et 3 heures pour effectuer la réparation sur le robot. Les consommables sont toujours les mêmes. Le coût de la maintenance étant toujours la somme du coût des pièces et du coût de main-d'œuvre, nous obtenons 591 €. Comme nous réalisons l'intervention en dehors des heures de production, le coût de perte de production est de 0 €. Donc, un coût total par intervention de 591 €. Comme la maintenance systématique est réalisée toutes les 500 heures, nous obtenons un peu plus de 8 interventions par an, soit un coût total de presque 4 920 €. Pour la maintenance conditionnelle, donc il faut distinguer la partie surveillance du moteur de la partie remplacement. La surveillance du moteur prend une demi-heure à 38 €. Nous obtenons donc voilà, une opération de surveillance qui coûte 19 €. Il n'y a pas de pièces à remplacer, donc opération de surveillance à 19 €. Cela se fait pendant que la machine fonctionne, donc pas de perte de production. Donc un coût total pour l'intervention de surveillance de 19 €. Comme cette surveillance se fait toutes les 150 heures, nous obtenons un peu plus de 27 opérations de surveillance par an. Maintenant, lorsqu'un moteur est défaillant, eh bien, comme la solution systématique, il faut déposer le moteur, le reposer et puis le réparer. Donc, une intervention à 133 €. Il nous faut les consommables nécessaires, donc un coût d'intervention directe de 0 €. Pas de perte de production puisque cela se fait en dehors des heures ou pendant que la machine fonctionne. Donc, un coût total de 591 €. Pour le nombre d'interventions à réaliser, eh bien, nous nous basons sur la MTBF du moteur, donc environ 5 interventions. Donc le coût total de 3 416 € s'obtient en faisant le produit 19 fois 27,73 plus 591 fois 4,89. Donc tous ces coûts totaux annuels ont été reportés ici. Donc, bien entendu,
La maintenance corrective étant la situation initiale, son coût total reste de 17 222. Elle ne nécessite pas d'investissement. Pour la solution 1, corrective avec échange standard, eh bien, cette solution nécessite d'avoir un moteur en stock, donc de dépenser 2 745 € pour acheter le moteur que nous mettrons en stock. Il en est de même pour la solution 2 en maintenance préventive systématique. Il faudra acheter un moteur en stock. Pour la solution 3 liée à la maintenance conditionnelle, comme précisé dans le sujet, l'investissement du matériel de surveillance doit s'élever à 11 400 €. Alors maintenant, pour calculer le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il est égal à l'investissement sur le gain. Pour obtenir le gain, nous allons toujours prendre comme maintenance initiale le correctif, et donc nous allons faire à chaque fois la différence entre le coût total de la solution corrective avec le coût total de la solution 1 ou de la solution 2 ou de la solution 3. Pour l'investissement, nous l'avons déterminé. Donc nous connaissons le gain qui, je le répète, est la différence entre le coût total annuel de la maintenance corrective avec le coût total annuel de chaque solution. Donc par exemple, pour la solution 1, nous trouvons un retour sur investissement de 0,245 ans. Pour l'obtenir en mois, je le multiplie par 12. Je fais les mêmes calculs pour chaque solution et comme mon matériel dure 10 ans ou doit être exploité sur une durée de 10 ans, j'en calcule son gain. Donc sur 10 ans, le gain de la solution 1 est de 109 000 €, de la solution 2 de 120 000 et de la solution 3 de 126 000. Donc bien entendu, puisque le gain sur 10 ans avec la solution 3 est le plus élevé, la solution 3 sera la solution que nous choisions. Dernière précision, nous constatons à chaque fois que le seuil de rentabilité est bien inférieur au seuil demandé de 3 ans. On peut remarquer aussi que malgré le fait que le seuil de rentabilité de la solution 3 soit plus important que ceux de la solution 1 et de la solution 2, c'est malgré tout la solution 3 qui est choisie, puisque c'est elle qui permettra sur 10 ans le gain le plus élevé. Intéressons-nous maintenant au coût du cycle de vie d'un équipement, ce que l'on appelle encore le coût de possession ou le LCC, qui veut dire Life Cycle Cost, c'est-à-dire l'ensemble des coûts d'un matériel durant toute sa durée d'exploitation. Qu'appelle-t-on le cycle de vie d'un bien? Le cycle de vie d'un bien part de la conception et de la définition du bien. Ensuite, ce bien doit être fabriqué, transporté jusqu'à son lieu d'utilisation. Ensuite, il est installé et mis en service. La phase la plus importante étant la phase d'utilisation ou d'exploitation du bien, pendant laquelle les produits sont fabriqués et le bien est maintenu.
est la dernière phase du bien qui concerne son recyclage et son démantèlement. Donc, le coût du cycle de vie. Quel est son but? Eh bien, de connaître tous les coûts relatifs à un équipement tout au long de sa vie. Pourquoi? Eh bien, afin de déterminer principalement la politique de remplacement à appliquer à un équipement. L'intérêt se trouve ici, c'est-à-dire connaître à quelle période il est le plus intéressant de se séparer d'un matériel. Le life cycle cost a plusieurs appellations, le coût de la durée de vie, le coût global ou encore le coût global de possession. Le coût global prend en compte l'ensemble des coûts que doit supporter l'utilisateur pour bénéficier de la fonction pour laquelle le produit a été conçu, et ce, pendant toute la durée de vie du produit. Donc, on tient compte vraiment de tous les coûts liés à l'utilisation d'un produit. Donc, tout d'abord, le coût d'acquisition. C'est le coût d'achat de la machine et de sa mise en service. S'ajoute à ce coût d'acquisition le coût d'exploitation, c'est-à-dire l'ensemble des coûts nécessaires pour utiliser le matériel, que ce soit les personnels, les énergies, les matières premières, etc. Bien entendu, il faudra inclure le coût de maintenance, les coûts de défaillance. Et puis, il faudra prendre en compte les coûts engendrés lors de sa fin de vie, c'est-à-dire soit le démantèlement du matériel, ou alors, si le matériel est revendable, le prix de revente de ce matériel viendra en déduction dans le calcul du coût global. L'ensemble de ces coûts, coût d'acquisition, plus coût d'exploitation, plus coût de défaillance, plus coût de fin de vie, moins éventuellement le coût de revente, eh bien tout cet ensemble est égal au coût global. Alors, il faut faire attention lorsque l'on achète un matériel à ces différents coûts cachés. Bien souvent, on ne le considère que le coût d'acquisition de la machine. Mais en représentant les différents coûts sous la forme d'un iceberg, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de coûts cachés qui ne sont pas forcément pris en compte lors de l'achat du matériel. La maintenance préventive, la maintenance corrective, la documentation du matériel nécessaire pour l'utiliser et le maintenir, les pièces de rechange, des outillages, la formation du personnel, le coût des opérateurs de production, le coût des énergies. On se rend compte au travers de cette représentation sous forme d'iceberg que les coûts d'utilisation et de maintenance d'un matériel sont souvent beaucoup plus élevés que le simple coût d'acquisition du matériel lui-même. Lors de l'achat d'un matériel, il faudra essayer de prendre en compte ces différents coûts cachés afin de réaliser un investissement qui soit le plus juste possible. De même que il est de plus en plus fréquent que le service maintenance intègre les équipes d'acheteurs afin de leur faire prendre en considération tous les aspects maintenance liés à un matériel. Donc ces trois graphiques illustrent de manière simple que ce n'est pas forcément le moins cher à l'achat qui est le plus coûteux. On voit sur le troisième exemple que voilà, ici nous avons un coût d'acquisition qui est certes
importants, mais dont les coûts d'exploitation et les coûts de maintenance sont faibles. Par contre, le premier cas constate que le coût d'acquisition du matériel n'est pas très élevé, mais par contre, que ses coûts d'exploitation et surtout ses coûts de maintenance, eux, sont très élevés. Donc, faire attention, réellement, lorsque l'on achète un matériel, à prendre en compte tous les coûts liés à l'utilisation et à la maintenance du matériel, et pas seulement le coût d'acquisition. Donc, comment calculer ce coût de possession? Le calcul du coût global permet de caractériser les résultats d'exploitation, mais aussi d'estimer la date optimale de remplacement d'un matériel. D'une façon générale, ce coût global de possession s'exprime en faisant la différence entre les recettes produites par l'équipement et les dépenses engendrées par l'équipement. Pour rappel, toutes ces informations sont fournies par la comptabilité analytique. Donc ces dépenses, quelles sont-elles? Il y a d'abord la valeur d'achat, les frais d'installation et la formation des personnels à l'utilisation et à la maintenance du matériel. Ensuite viennent toutes les dépenses de fonctionnement, comme le personnel ou les énergies. Viennent s'ajouter tous les coûts de défaillance, et puis viennent s'ajouter les coûts de démantèlement ou se soustraire la valeur de revente. Donc voici une courbe illustrant les différentes périodes du cycle de vie d'un produit et donc les dépenses et les recettes cumulées. Donc nous avons en vert les recettes et en orange la courbe des coûts. Donc si nous regardons ce graphique, nous constatons une première période de T à T1 qui correspond en fait à la phase de conception et de fabrication du bien, voire à sa livraison. T1 correspondant à la date de mise en service du matériel. Durant de T1 à T2, nous avons la période d'amortissement. Ici, nous voyons qu'à la date T1, l'entreprise fait l'acquisition du matériel, donc elle investit une certaine somme d'argent dans le matériel. Entre T1 et T2, nous voyons que les coûts sont supérieurs aux recettes. Mais à partir du point T2, les recettes deviennent supérieures aux coûts. Donc la date T2 correspond à l'amortissement du matériel, c'est-à-dire la date à partir de laquelle l'utilisation du matériel va permettre à l'entreprise de gagner de l'argent. Nous avons une date T3 qui est la date économique optimale de remplacement. C'est-à-dire que nous voyons ici, entre le point T2 et le point T4, nous faisons des gains grâce au matériel. Eh bien, à cette date T3, l'écart entre les recettes et les coûts est maximal. C'est à cette date que nous pourrons revendre, d'un point de vue économique, le matériel. À partir de T4, nous constatons que, à nouveau, les coûts redeviennent supérieurs aux recettes. Donc nous sommes à T4, à la date limite d'utilisation économique de l'équipement. D'un point de vue économique, il faut impérativement éviter d'aller au-delà de cette date T4. Alors, comment déterminer cette date optimale de remplacement? Eh bien, d'un point de vue graphique, c'est assez simple.
il faut tracer une droite qui passe par l'origine du repère et qui est tangente à la courbe des coûts. Il n'en existe qu'une et une seule. Le point de tangence qui est ici va nous donner la date optimale de remplacement. Déterminons le coût de possession d'une machine et sa date optimale de remplacement. Donc, dans les coûts, pour l'instant, pour simplifier, nous considérerons que les coûts de défaillance. La machine a été achetée 15 000 €. Nous envisageons une étude au début de la 5e année. Nous avons donc le recul des 4 années précédentes et nous faisons des projections sur les 4 années suivantes. Nous connaissons donc les coûts engendrés par le matériel, qui là ne sont uniquement que des coûts de défaillance, et nous prenons comme hypothèse que les recettes sont celles uniquement récupérées si l'on vendait le matériel au bout de la première année, ou de la deuxième année, ou de la troisième, etc. Le coût global de possession va se calculer en additionnant la valeur ajoutée avec le cumul des coûts et en notant la valeur de revente. Sur les 8 années, nous avons donc reporté les coûts liés à l'équipement et les recettes que l'on aurait si l'on vendait le matériel au bout de chaque année. Les deux éléments à déterminer sont le total cumulé des coûts et le coût de possession. Examinons comment déterminer les valeurs dans les deux colonnes, les totaux cumulés et le LCC. Tout d'abord, les totaux cumulés. Donc pour la première année, le coût cumulé est égal tout simplement au coût de la première année. Pour la deuxième année, le coût cumulé il est égal au coût cumulé de l'année N-1 auquel on vient ajouter l'année en cours. Pour la troisième année, on prend le coût cumulé de l'année N-1 auquel on vient ajouter le coût de l'année en cours. Et on réitère le calcul chaque année. On constate que les coûts cumulés sont toujours croissants. Pour le LCC, eh bien, nous allons utiliser cette formule. Donc, par exemple, pour l'année 2, la valeur d'achat, ça nous fait 15 000, auquel on ajoute les coûts cumulés, c'est-à-dire 63 106, et auquel on enlève la valeur de revente, c'est-à-dire 9 660. Et donc, en procédant chaque année de cette façon, nous obtenons les différents coûts de possession au bout de chaque année. Déterminer la date optimale de remplacement uniquement en utilisant ce tableau s'avère délicat. Donc, nous allons tracer sur un graphique l'évolution du LCC, l'évolution du coût du cycle de vie. Et pour déterminer la date optimale de remplacement, nous allons donc tracer une droite qui passe par l'origine et qui est tangente à la courbe. Cette date
optimale de remplacement sera au bout de 6 ans. Le problème, lorsque l'on veut remplacer un matériel, c'est que 1 euro d'aujourd'hui ne vaudra pas 1 euro dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Que vaudra-t-il dans une année? Eh bien, c'est ce que l'on appelle l'actualisation qui va permettre d'ajuster les coûts des équipements à la fin de chaque année. Alors, comment prendre l'actualisation des coûts, c'est-à-dire l'évolution du taux de l'argent au cours des années? Donc, nous avons besoin de 2 paramètres. Un paramètre que j'appellerai I, qui est le taux d'inflation, et un autre paramètre K, qui est ce que l'on appelle le taux d'actualisation. Ces taux sont en pourcents et sont donnés par les pouvoirs publics par l'intermédiaire d'un institut d'études qui s'appelle l'INSEE. En supposant que le taux d'inflation soit constant, analysons un exemple d'évolution. Donc le 1er janvier 2017, j'ai acheté un matériel à un prix S0, c'est son prix d'achat. Au 1er janvier 2018, si j'achetais ce matériel, il aurait été augmenté de l'inflation. Donc, son prix d'achat initial plus son prix d'achat initial que multiplie le taux d'inflation. En 2019, son prix aurait été celui de l'année 2018 augmenté du taux d'inflation, ou le prix initial de l'année 2017 augmenté du taux d'inflation au carré. Donc, pour n années, on peut connaître combien vaudra un matériel acheté aujourd'hui dans n années. Il suffit de prendre son prix d'achat actuel multiplié par 1 plus i puissance n, c'est-à-dire 1 plus le taux d'inflation élevé à la puissance correspondant au nombre d'années. Je peux éventuellement dire que dans n années, son prix sera son prix initial multiplié par le taux d'actualisation. Et en fait, le taux d'actualisation, il est égal à 1 plus l'inflation élevée à la puissance n. Si i est variable, eh bien, il suffit de multiplier à chaque fois les différents taux d'inflation pour chaque année. Alors, nous supposons un taux d'inflation de 4%. Dans ce tableau, donc nous avons l'année 0 qui est l'année d'achat du matériel, et ensuite les coûts envisagés dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Ces coûts et ces reventes sont bien entendu établis à la fin de chaque année. Et pour pouvoir déterminer le coût de possession, il va falloir se ramener à la date actuelle. Donc tout d'abord, le taux d'actualisation. Comme nous supposons une inflation constante, le taux d'actualisation, c'est 1 plus 4% élevé à la puissance correspondant à l'année. 4% est égal à 0,04.
Donc la première année, nous avons 1,04 à la puissance 1, 1,04 à la puissance 2, 1,04 à la puissance 3, 1,04 à la puissance 4, etc., etc. Ensuite, comme les coûts et les valeurs de revente sont ceux envisagés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il va falloir les ramener à la date actuelle. Donc comment procéder? Eh bien, le coût de défaillance, c'est égal à tout simplement CI. On calcule le coût pour l'année en question divisé par K. Donc 30 740 est égal à 31 970 divisé par 1,04. 28 787 est égal à 31 136 divisé par 1,082. La valeur de revente se calcule de la même manière. C'est égal à RI divisé par K. Ensuite, nous retrouvons ici les coûts cumulés et le coût du cycle de vie que l'on calcule avec ces valeurs que l'on a ramenées à la date actuelle et ils se calculent de la même façon que précédemment. Parlons à nouveau de la rentabilité d'un investissement, mais non plus dans le cadre d'une nouvelle méthode de maintenance, mais dans le cadre d'une maintenance d'amélioration. Rappelons tout d'abord ce qu'est la maintenance d'amélioration. La machine est dans son fonctionnement normal, elle subit une défaillance, elle se retrouve donc en panne, nous faisons un diagnostic, nous appliquons un remède et une réparation afin que la machine retrouve son état normal. Mais pour rompre le cycle des défaillances, nous allons en bureau d'études analyser la défaillance, proposer, trouver une solution pour que cette défaillance ne se reproduise pas. Et puis, donc, nous allons programmer un arrêt de la machine pour pouvoir y effectuer des modifications, des aménagements, afin d'avoir un état renforcé pour rompre le cycle des défaillances. Eh bien, pour réaliser les études et les modifications et les aménagements, il va falloir dépenser de l'argent. L'objectif de cette analyse est de savoir si cet argent dépensé engendrera une rentabilité inférieure à 2 ans. Donc la problématique à résoudre, est-ce que l'argent dépensé pour faire l'amélioration, c'est-à-dire le temps consacré aux études, l'achat des pièces pour faire l'amélioration, plus le temps passé pour faire l'amélioration, est-ce que tout ça, c'est rentable? Eh bien, tout d'abord, il faut calculer combien coûte la maintenance avant que la modification ne soit réalisée. Bien souvent, cette maintenance est une maintenance corrective. Il va falloir envisager le coût de la maintenance qui peut être encore corrective, mais après amélioration. Bien souvent, le coût de cette maintenance après amélioration doit être inférieur au coût actuel, puisque un des objectifs principaux des améliorations est d'améliorer la fiabilité des matériels. Et donc, si on améliore la fiabilité, on diminue le nombre de pannes. Nous allons donc estimer le gain obtenu grâce à la modification. Donc ce gain est
la différence entre le coût actuel et le coût envisagé. Il va falloir en même temps estimer l'investissement pour réaliser la modification. Donc cet investissement, c'est le temps consacré aux études, à la réalisation de l'amélioration, à l'achat des pièces, etc. Et donc le seuil de rentabilité va s'estimer en faisant le rapport entre l'investissement nécessaire pour réaliser la modification et le gain obtenu grâce à cette modification, à cette amélioration. Et donc, le critère principal est le seuil de 2 ans. Si le seuil de rentabilité est inférieur à 2 ans, nous pouvons réaliser l'amélioration. Si le seuil de rentabilité est supérieur à 2 ans, eh bien, nous restons dans la situation actuelle. Cette capsule, certes un petit peu longue, est terminée. À bientôt pour une autre présentation.